Bonjour à tous. Parlementaires, nous mettons en débat ce matin la position et l'élan du Bénin dans la course aux énergies propres et même aux énergies renouvelables. Et pour l'occasion, nous sommes au siège de GVE Bénin, du nom de cette ONG ici à Tampere, à Abomey-Calavi, avec pour vis-à-vis Karin. Attendez, Karin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le responsable de GVE Bénin, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir de vous recevoir également. Déjà, pour commencer, pour démarrer cette émission, de quoi parlez-vous aux gens quand nous vous entendons dire énergie propre, énergie renouvelable? C'est une très belle question. Quand on parle d'énergie propre, nous faisons juste allusion aux énergies qui sont plus vertes et aux énergies qui émettent moins d'émissions de gaz à effet de serre qui sont sources de changement climatique. Donc, c'est toutes ces énergies-là, comme les énergies solaires, comme l'éolien, comme le géothermique, comme l'hydroélectricité, qui ne s'épuisent pas parce qu'elles proviennent de sources notamment durables et renouvelables. C'est toutes ces formes d'énergie-là que nous appelons énergie propre. On va voir en quoi, bien évidemment, techniquement, ces énergies-là, on va dire, sont différentes en termes d'émissions de carbone avec les énergies thermiques et autres énergies notamment. Mais déjà, au Bénin, est-ce qu'on est sûr d'avoir entamé la course véritablement aux énergies propres? Le Bénin, il faut le dire, a entamé véritablement la course aux énergies propres. Comment cela se traduit? Le Bénin, depuis un certain nombre d'années, a entamé la transition vers les énergies renouvelables que nous appelons si tant de nos voeux en tant qu'OSC. Le Bénin s'est doté d'un cadre législatif et réglementaire qui quand même est favorable à cette transition énergétique que nous demandons. Le Bénin s'est doté depuis 2020 maintenant d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables, la PONADER, qui est le document cadre par excellence qui définit les orientations et la trajectoire du pays en matière de promotion des énergies renouvelables. Tout cela mis ensemble, en plus des projets que le gouvernement et que les différents ministères sous tutelle, en tout cas les directions départementales de l'énergie, etc., mettent en œuvre sur le terrain, amène le pays à quand même être sur ce chemin-là, de mettre en avant un peu plus les énergies renouvelables, contrairement aux fossiles, aux énergies fossiles qui sont très polluantes et qui ont, comme vous le savez déjà, un mot à dire dans les changements climatiques depuis la COP27 à Sharm el-Sheikh, où il a été mentionné dans le texte de la COP que les énergies fossiles sont responsable des changements climatiques. Alors, vous avez parlé de ce cadre législatif. De quoi s'agit-il au fond dans ce document? Est-ce qu'il y a des balises, des deadlines notamment pour inverser la tendance ou c'est juste un cadre juridique qui engage du point de vue volonté seulement l'État? C'est contraignant? En réalité, il n'y a rien de contraignant dans les cadres, bien entendu, mais c'est une orientation, c'est le ton qui est donné. Et c'est un processus de longue haleine et qui prend du temps. Bien entendu, la politique nationale ou les cadres qui sont mis en place. Il y a les différentes lois qui sont intemporelles et qui peuvent être modifiées à n'importe quel moment. Mais les politiques nationales ou les stratégies nationales, elles sont temporelles. Elles sont limitées généralement à 5 ans. C'est plus des orientations. Des orientations et qui permettent justement aux institutions gouvernementales de travailler, mais aussi à nous, en tant qu'OSC ONG, de pouvoir nous appuyer sur l'existant, ce que le pays a défini pour pouvoir élaborer nos différents projets, nos interventions sur le terrain. Et donc, ces cadres-là sont indispensables pour nous afin de savoir vers où nous allons quand on parle de promotion des énergies renouvelables. Finalement, on va revenir à cette orientation, à cette politique-là d'orientation. Mais déjà, on a peut-être au niveau des définitions conceptuelles oublié de préciser de quoi techniquement l'on parle aussi quand on parle de transition. Est-ce la préparation ou est-ce le début en termes matériels, effectivement, de changement de comportement? Vous l'avez dit dans votre question, la transition, c'est le processus qui amène vers le changement. Donc,
transiter, c'est un couloir de passage de la mauvaise pratique vers les meilleures pratiques ou les pratiques un peu plus responsables ou écologiques. Cette transition, on y est, on a fini, ou en est-on, ou on se prépare à l'entamer? Nous l'avons entamé, il faut dire le Bénin l'a entamé. Quand je vais aller un peu plus dans les détails techniques, le Bénin, il faut dire aujourd'hui que nous en sommes à peu près à 30% de taux national de couverture en matière d'accès à l'énergie ou d'électricité. De toute façon, on tourne à 30-33% généralement. Et quand on prend ce pourcentage de façon globale, la part des énergies renouvelables dans ce mix, ce qu'on appelle mix énergétique, c'est les différents apports des sources d'énergie à cette contribution à l'énergie nationale. Les énergies renouvelables sont autour de 10-12%. Déjà, le taux lui-même est très peu significatif, voilà. 30 à 40 maxi. Et là, vous dites que les énergies propres s'élèveraient à 10%. 10-12%. Donc, nous sommes très loin des objectifs. Dans la politique nationale de développement des énergies renouvelables, il y a un seuil, ou en tout cas un objectif qui est fixé, qui se trouve à au moins 30 à 50% de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Donc, c'est cet objectif que le pays s'est fixé. Et donc, c'est sur cette base-là que toutes les stratégies ou les différents projets, que ce soit étatiques ou projets de la société civile, ou même projets du secteur privé des entreprises, sont mis en œuvre. Et tout cela doit être comptabilisé. Et à la fin de la politique, lorsqu'on va l'évaluer, on se demandera est-ce que nous avons atteint les 30% au moins de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Pour être un peu chauvin dans cette émission, comparé aux autres pays de la sous-région, comment positionnez-vous le Bénin? Je veux, on le sait, à des filiales au niveau de bien d'autres pays. Vous avez donc des données. Comment le Bénin se positionne-t-il? Mieux ou moins bien? C'est une très belle question. Il faut dire que le Bénin n'est pas non plus le mauvais élève en la matière. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont bien en avance sur nous, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, etc., les pays de la sous-région, je veux dire, le Ghana, etc. Mais le Bénin est très bien logé. Pourquoi? Parce que le Bénin peut-être est le champion en matière de documents stratégiques. En matière de politique, le Bénin dispose d'un arsenal juridique, législatif et réglementaire qui dépasse de loin même celui des pays développés qui sont en avance sur nous. Donc c'est déjà une grande avancée, c'est déjà un plus. Mais sauf que comme on le sait, dans notre pays au Bénin, c'est la mise en œuvre ou la pratique qui pêche un peu plus. Et c'est ce à quoi nous appelons, à travers JVE Bénin, comme à travers le RODER Bénin, qui est le réseau des organisations de la société civile pour le développement des énergies renouvelables, que JVE Bénin a veillé à piloter et qui regroupe, qui est la fêtière de toutes ces ONG qui plaident, qui militent, qui œuvrent au niveau local à la promotion des énergies renouvelables. Donc, on ne laisse plus le gouvernement seul mener cette lutte-là ou réaliser cette transition, mais nous, en tant qu'ONG, nous faisons du plaidoyer, mais aussi nous faisons des actions locales au niveau des différentes régions où nous intervenons, afin d'améliorer le taux de pénétration des énergies renouvelables dans ces régions-là. D'ailleurs, j'allais le demander, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs, des OS intervenant dans ce qui pourrait ressembler à des plaidoiries, des sensibilisations. Finalement, vous n'êtes qu'à ça, vous aussi seulement, ou bien au-delà des plaidoiries et des sensibilisations, vous avez des actions. Comment se déroule-t-elle si oui? Effectivement, le plaidoyer et la veille citoyenne est le cœur de notre travail. Nous, en tant qu'OSC, ONG, nous n'avons pas les ressources ou les moyens que l'État a pour véritablement mettre en œuvre de grands projets énergétiques ou de promotion des énergies renouvelables. Donc, nous nous investissons beaucoup dans la sensibilisation, notamment des communautés, et le plaidoyer à l'endroit des décideurs. Ce plaidoyer-là se traduit comment? Parce que ce n'est pas facile non plus. Donc, nous sommes des OSC, mais nous veillons à remonter justement la voix des communautés par rapport à un certain nombre de problèmes qu'elles rencontrent. Et donc, nous faisons ce plaidoyer à travers des caravanes, à travers des actions, à travers les médias, des actions chocs qui permettent de montrer aux gouvernants « Ah, il y a tel problème qu'il faut qu'on résolve ». Mais au-delà de ça, nous menons également des actions bien évidemment concrètes.
Nous, par exemple, à JVE Bénin, nous avons des projets qui font la promotion, par exemple le projet CLENA, Clean Energy for Africa, que nous avons mis en œuvre par le passé et qui continue, c'est faire la promotion des kits solaires, des équipements d'énergie renouvelable, avec les petits kits solaires qui permettent d'avoir de l'éclairage dans les communautés rurales où l'énergie électrique de la SBE n'est pas allée. Donc, ils arrivent à avoir de l'éclairage et également charger leur téléphone avec ces kits. En attendant le bon moment où les poteaux vont les rattraper. Au-delà de ça, nous avons un projet, par exemple, actuellement, JVE conduit un projet à Djougou pour essayer de contrer un peu l'extrémisme violent en faisant la promotion d'entreprises éco-responsables. Dans le cadre des entreprises éco-responsables que nous appuyons, il y a des entreprises solaires qui permettent de faire des kits, des points, des centres de recharge solaire pour les communautés qui sont un peu éloignées, qui n'ont pas accès à l'énergie électrique. Au-delà de ça, nous faisons la promotion des solutions et des technologies innovantes. Par exemple, les fours améliorés de fumage de poissons ou les cuiseurs améliorés de façon générale, comme les Nansou que vous connaissez, qui sont des équipements dont nous faisons la promotion. Nous accompagnons les marailleuses dans la promotion de pratiques éco-responsables avec l'adoption de fours améliorés pour réduire justement l'impact de leurs cuiseurs traditionnels qui émettent énormément de gaz à effet de serre et qui détruisent, déboisent beaucoup, utilisent beaucoup de bois, mais également sont énergivores. Donc, nous faisons la promotion d'équipements qui sont faibles consommateurs en énergie. L'autre question, c'est vrai que vous l'avez peut-être un peu entamé quand vous parlez de la difficulté. Vous avez dit ce n'est pas facile justement à celui qui n'a pas d'énergie, lui opposer la nécessité d'aller aux énergies propres. Est-ce que c'est souvent pas un discours compliqué à entendre? D'abord l'énergie, ensuite on verra. N'entendez-vous pas les gens vous dire ça? Bien évidemment, mais quand les gens n'ont rien, ils sont bien évidemment obligés d'accepter ce que vous leur apportez, surtout s'il y a des mesures incitatives ou des mesures qui accompagnent. Vous voyez, dans la promotion de systèmes d'énergie propre ou de systèmes d'énergie renouvelable, généralement, c'est du pay as you go, un peu comme des structures privées le font. Donc, on vous remet le kit, mais vous ne payez pas en entièreté. Tout à fait. Vous payez à votre rythme selon un échelonnement bien défini, qui fait qu'après un certain temps, vous devenez propriétaire de l'équipement. Mais en attendant de devenir propriétaire, vous en jouissez. Et donc, c'est un peu ce système-là qui ont, avec le temps, permis de pouvoir améliorer le taux de pénétration des énergies renouvelables. Quand nous avons commencé ce combat-là, nous, principalement à JVE, en 2010, disons que c'était très compliqué. Les coûts étaient quasiment inaccessibles pour les communautés et c'est cela qui crée véritablement la difficulté d'avoir accès à ces équipements-là. Mais nous avons trouvé les stratégies au fur et à mesure. L'État, en son temps, à cette époque-là, avait exonéré également de TVA les équipements. Ce qui a aidé un peu. Ça a aidé à et c'est ça qui a fait venir beaucoup d'entreprises qui ont fait dans la promotion du solaire, par exemple. Mais il faut dire quand on parle d'énergie propre, il n'y a pas que le solaire. Il y a plein d'autres sources d'énergie que nous n'exploitons pas vraiment. Justement. Et qui sont des potentialités. On va y arriver quand on va aborder les forces du Bénin dans cette course-là. Et l'autre question, c'est de se demander finalement aussi, dans tout ce qui se fait en termes de sensibilisation, s'il y a des choses à corriger. Il y a pas mal de discours. Est-ce que tous les discours sont justes? Tous les discours ne sont pas justes, malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les bonnes informations. On dit l'information guide le monde. Donc, il faut avoir les données, il faut avoir l'information. Tout le monde n'a pas la bonne information, mais beaucoup agissent. Malheureusement. On ne va pas refuser que les gens agissent, puisque de toute façon, c'est dans l'action qu'il y a un peu de changement. C'est parce qu'il y a beaucoup de promoteurs d'énergie renouvelable aujourd'hui que nous avons des maisons qui peuvent avoir des panneaux solaires sur leur toit, etc. Ce qui n'était pas forcément envisageable. Aujourd'hui, on a beaucoup d'alternatives, mais il faut que les gens puissent donner la bonne information aux communautés, surtout par rapport à la question de l'utilisation de ces équipements et l'utilisation à faire après leur détérioration. Tout à fait, parce qu'il y a un autre enjeu qui est très fort, enjeu environnemental,
quand on parle d'énergie propre, de technologie solaire, c'est des batteries, c'est plein d'équipements qui ont une durée de vie. Et quand ils arrivent à terme, il faut pouvoir en faire un usage éco-responsable. Ça, c'est un autre débat. Sur lequel on reviendra sans doute. Parce que de toutes les façons, plus les gens s'adonnent, adoptent ces technologies, plus on a des déchets après à gérer. Ça, c'est une autre problématique. Et je vous promets qu'on y reviendra. La question suivante qu'on va se poser, c'est finalement, les technologies, les innovations, sont-elles toutes importées ou déjà la jeunesse se positionne, invente et accompagne le mouvement? La jeunesse béninoise. À l'heure actuelle, et ça c'est véritablement un problème, nous importons quasiment tout. L'essentiel de l'offre en termes dans ce marché prolifique d'énergie renouvelable, d'outils pour l'énergie renouvelable, la quasi-totalité est importée. Malheureusement, c'est importé parce que il y a ce problème de transfert de technologie qui se pose. La question du transfert de technologie dans la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques est un aspect important parce qu'il faut qu'on ait les compétences, les connaissances et également tout ce qui est matière première, etc. pour pouvoir faire des équipements qui sont utilisables par les communautés. Mais le tableau n'est pas si noir parce que nous avons en fait au Bénin aussi l'avantage d'avoir aujourd'hui certaines institutions, des écoles par exemple comme l'ESMER, qui est une école spécialisée sur les métiers des énergies renouvelables, qui forme un certain nombre de praticiens, de spécialistes qui sont à même justement de pouvoir amorcer ou aider le pays dans cette transition. À côté de ça, nous avons notre IUT, qui est devenu, je crois, INSTI, IUT de Lokossa, où nous avons des techniciens, des innovateurs qui créent chaque jour des innovations technologiques. Et ils ont des filières spécialisées dans les énergies renouvelables également. Et donc, il y a une niche également dans ces différentes institutions pour pouvoir avoir justement des équipements. Quand on a eu Covid, je me souviens, quand on a eu Covid en 2020, il y a eu beaucoup d'innovateurs de réponses locales qui ont fait, par exemple, des kits de lavage de mains au solaire et qui fonctionnaient très bien. Pourquoi n'en faisons-nous pas la promotion? C'est un autre problème au niveau de notre pays. Nous ne faisons pas forcément la promotion du local. On parle du consommer local, octobre est le mois du consommer local, etc. Pourquoi octobre seul? On doit avoir des années de consommer local sur le plan national, sur plusieurs années, pour faire la promotion de nos solutions endogènes. Il y a des solutions, il y a des compétences qui requiert la promotion, sans doute, si on vous entend. Mais l'autre question, effectivement, on avait promis à en parler, c'est de façon générale, en plus des compétences, ce que le Bénin a comme force dans cette course nécessaire vers les énergies renouvelables. Je l'ai dit tantôt, la plus grande force du Bénin, c'est déjà le cadre législatif et réglementaire. Notre arsenal juridique nous permet... Arsenal imbattable. Imbattable. Vous dites que même face aux pays les plus avancés, en tout cas considérés comme tels. Je suis formel là-dessus. Le Bénin est champion en matière de textes, de lois, de stratégies, de politique. Nous devançons certains pays. L'application de ces textes constitue une petite faiblesse pour le pays, quand bien même nos dirigeants en ont conscience. Qu'est-ce qui flotte finalement? Parce qu'à l'ère de ce régime, en tout cas 2016, l'on dit qu'il y a quand même pas mal de changements en termes de volonté politique. Qu'est-ce qui coche finalement? Bien sûr, la volonté politique est l'autre point positif que j'allais noter en plus de ce cadre juridique. Parce qu'il faut dire que depuis 2016, il y a eu une amorce. C'est en 2016, disons, que nous avons amorcé notre transition vers les énergies renouvelables. Parce qu'il y a eu beaucoup de projets, que ce soit en termes de centrales solaires, en termes de réseaux off-grid, hors réseau, de centrales hydroélectriques, de géothermie, pour améliorer justement la part de ces énergies renouvelables dans le mix énergétique national. On a un fort potentiel. Il y a eu beaucoup d'études que le Bénin a menées pour déterminer le potentiel au niveau de chaque type d'énergie. Il y a une étude récente. C'est à ce titre qu'on a titillé les 12 ou au-delà des 12%. On était au 12% en 2021, puisque le dernier point qui a été fait, c'est vrai qu'il y a eu un dernier point qui a été fait
en décembre 2023, là, mais le document on n'a pas encore les données. N'est pas encore sorti. Mais sur ce point de 2021, nous sommes à 12% à cause justement de ces efforts qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de projets, mais malheureusement, le gouvernement ne communique pas beaucoup. Et même nous, pour nous, OSC, ONG et Roder, Bénin, etc., Fêtière, on est plus concentré sur ce qui ne marche peut-être pas. On n'a pas l'information. Et donc, nous, notre rôle, pour pouvoir faire du plaidoyer au titre de JVE Bénin, au titre de Roder Bénin ou de toutes les fêtières ou des OSC dans lesquelles nous faisons partie, on a besoin de l'information. Au Bénin, l'information est la chose la moins partagée. Et donc, nous, c'est vrai, nous avons les stratégies pour pouvoir obtenir les informations nécessaires pour pouvoir actionner notre plaidoyer. Et donc, c'est cela qui nous permet d'avoir un minimum de connaissance de ce qui se fait au niveau national pour pouvoir dire ce qui ne marche pas, pour pouvoir faire. Parce que nous sommes nous ne sommes pas dans la critique. Nous sommes dans de la réflexion constructive et nous sommes là pour appuyer le gouvernement dans ses efforts, dans sa volonté à avancer dans cette transition énergétique. Karin, attendez, vous avez déjà souligné pas mal de choses qui ne vont pas, mais aussi pas mal de choses qui vont bien dans cette lutte pour les énergies renouvelables. Alors, il y a aussi que j'ai 1 minute pour vous demander, peut-être 1 minute 30, pour que vous me dites, en plus de tout ce qu'on avait déjà souligné, les faiblesses sur lesquelles il va falloir agir, les faiblesses auxquelles il faut s'attaquer pour améliorer notre rendement dans ces efforts-là pour les énergies propres. L'une des premières faiblesses, c'est d'améliorer le renforcement de capacité. Au niveau individuel, au niveau structurel, à quel niveau? À tous les niveaux possibles, parce que nous avons besoin de compétences. Sans ces compétences, nous ne pouvons pas aller vers cette transition. Il nous en faut plus. Il nous faut beaucoup plus, il nous faut énormément. Donc, cette transition vers les énergies renouvelables ne se fera pas sans renforcer les capacités locales. Nous, à JVE Bénin, nous faisons de notre mieux, par exemple. Nous avons renforcé les compétences locales dans plusieurs communes sur les technologies de biodigesteurs, par exemple. C'est autant d'initiatives qui sont à promouvoir par les gouvernants. Et donc, au-delà de ça, nous avons besoin de beaucoup plus d'investissements dans les énergies vertes, dans les énergies propres. Dans notre pays, c'est vrai, nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas beaucoup de choses à vendre, mais nous avons cette capacité à mobiliser de la ressource avec notre arsenal juridique, notre cadre institutionnel qui est favorable. Donc, vous dites qu'il faut davantage investir pour pouvoir avoir plus de résultats. Et c'est indéniable. C'est indéniable. Également, en termes d'éléments sur lesquels il faut s'appuyer, il faut qu'il y ait beaucoup plus de suivi et d'entretien des technologies ou des équipements qui existent déjà. C'est l'un des talons d'Achille de notre pays. Que l'acquis soit mieux entretenu. C'est ça, c'est ça. C'est cela qui va déterminer justement la durabilité, la pérennité de toutes ces bonnes actions qui sont menées en faveur de la transition énergétique. Nous, à travers JVE Bénin, le Roder Bénin, le réseau des OSC, pour le développement des énergies renouvelables, nous sommes prêts à accompagner justement les gouvernants, les ministères, le pays de façon générale dans cette transition-là. Nous avons un certain nombre de portes d'entrée vers des financements verts, vers le fonds vert pour le climat, vers le fonds pour l'adaptation. Mais nous n'avons pas la capacité de mobiliser ces ressources nous-mêmes en tant qu'ONG. C'est vrai que c'est le pays qui doit... Vous avez parlé des compétences et sans compétences aussi pour monter des projets imbattables. Là aussi, les États n'arrivent pas à, on va dire, ramener en tout cas des trophées en termes de fonds. Notre pays a connu beaucoup de difficultés sur ce plan-là. Nous, à travers le fonds pour l'adaptation, le fonds de l'adaptation, nous avons travaillé un peu à améliorer ça en termes de compétences locales. Et aujourd'hui, le Bénin, il faut le dire, a commencé à mobiliser, capter des ressources au niveau du fonds pour l'adaptation ou du fonds vert pour le climat. C'est une grosse avancée parce qu'avant, on écrivait des projets où peut-être des projets étaient mal écrits, etc. Ça ne passait pas. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance-là de pouvoir gagner des projets par des entités multilatérales et c'est déjà un plus. Maintenant, il faut que le pays lui-même, avec le FNEC qui est là, avec la DGEC qui est là également pour accompagner le ministère de l'Énergie, qu'on puisse axer vraiment des projets vers les énergies vertes, les énergies propres. Parce qu'aujourd'hui, et peut-être ce sera mon mot de fin, à la COP 28 passée à Dubaï, nous avons fait ce plaidoyer-là
de façon forte pour que dans le texte de la COP, on puisse mettre un accent vraiment fort sur la transition vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, grâce à la COP 28, nous avons de quoi appuyer maintenant tous nos documents, tous nos projets pour dire que nous faisons de la transition énergétique vers les énergies renouvelables, les énergies propres. Donc, plus rien ne peut nous bloquer dorénavant. Il y a une question que j'ai réservée peut-être pour la fin. Vous avez anticipé l'annonce du mot de fin, mais peut-être que le mot viendra après cette question-là. C'est de votre parcours, cette chose pour laquelle vous êtes fier dans cette lutte, dans cette course vers les énergies renouvelables. Que ça soit quelque chose réalisé par le pays ou même par GVE, pourquoi pas. La chose dont je suis le plus fier, c'est la longévité de JVE sur cette thématique. Je dois le dire, nous avons commencé ce travail depuis 2010 et ce n'était pas facile du tout. JVE Bénin a fait, au fil des années, plusieurs documents de situation énergétique au Bénin. JVE Bénin a accompagné l'UCP, l'unité présidentielle chargée de l'élaboration de la politique d'énergie renouvelable au Bénin, pour que nous ayons la PONADER au Bénin. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer et nous sommes fiers aujourd'hui de voir que notre pays est vraiment sur ce chemin de la transition énergétique-là. Le combat n'est pas fini, ce n'est pas gagné d'avance. Nous avons aujourd'hui maintenant un secrétaire d'État à l'énergie qui mérite de connaître toute cette historique-là pour pouvoir justement appuyer et baser le travail gouvernemental pour vraiment la promotion des énergies renouvelables. Nous allons nous y atteler. Nous avons bien entendu, nous avons déposé des courriers pour pouvoir le rencontrer et lui faire part de toutes nos propositions en faveur de cette transition énergétique. Et nous y veillons. C'est notre travail de veille citoyenne qui nous demande ça et nous allons nous y atteler. Karin Atondé, merci beaucoup et merci aussi à toute votre équipe, l'équipe de GVE. Merci aussi à nos différentes équipes techniques qui nous ont permis quand même, malgré tout, d'avoir cette émission dans vos locaux. À la prochaine, amis téléspectateurs.